idée. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur cette sombre affaire. C'est une sombre affaire et c'est un euphémisme. 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos, des statistiques qui sont impressionnantes, mais effectivement il faut rester un petit peu en hauteur pour essayer d'analyser de la meilleure manière ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous avez suivi depuis 2019 ce qui s'est passé et comment est-ce que vous analysez cette évolution et la nouvelle sortie de ces dossiers? Oui, je suis moi depuis le début. D'ailleurs, j'en parle régulièrement depuis le début. Et je constatais jusqu'à ces nouvelles divulgations fin janvier, cette nouvelle salve très abondante, qu'il n'était pas de bon ton d'ailleurs de s'y intéresser, en tout cas en France. En tout cas en France, on a retrouvé des articles qui datent d'il y a peu de temps, même encore un France Info de 2024, c'est pas très vieux, qui expliquait que c'était cette affaire Epstein était vraiment un délice pour la complosphère, l'objet de tous les fantasmes, c'était leur titre. Et même Le Monde, encore il y a quelques jours, là, a signé un papier en disant que c'était cette divulgation, c'était un poison qui se répandait. Alors c'était pas on avait l'impression que d'après leur papier, que le problème n'était pas le fond de ce que ça pouvait révéler, c'était le fait que ce soit divulgué. Bon, et puis là on nous a ressorti. Alors moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est le traitement médiatique, c'est que là même maintenant, alors qu'il y a quand même pas mal de sujets à interroger, y compris en France, qui est quand même un peu l'autre pays de l'affaire Epstein. Hein. Il y passait quand même la moitié de son temps. Hein. Il avait ce fameux appartement avenue Foch. Et il y a déjà l'affaire Brunel qui s'est lui aussi donné la mort, nous dit-on. Et puis plein d'autres noms français. Alors plus ou moins, ça veut pas dire qu'ils sont tous coupables. Enfin, il y a beaucoup de noms français. Et en tous les cas, on voit qu'on nous a ressorti Julien Pain, tous les fact-checkers, pour nous réexpliquer que tous ceux qui parlaient de l'affaire Epstein, il a fait hier ses statistiques, il en est très content. C'était toujours des comptes complotistes. Enfin, faut arrêter avec ça au bout d'un moment. Je veux dire, le monde entier s'y intéresse parce qu'il y a des choses qui sont quand même gravissimes, parce que il y a un aspect réseau pédocriminel qui est le plus connu quasiment de l'affaire, même si à mon avis, on n'a pas encore tout vu, parce que vous savez que tous les documents sont pas encore divulgué. C'est ça qui est dingue. Sur 3 millions, on estimerait que c'est la totalité au moins. Et que l'administration américaine a même dit qu'il y a des photos, des vidéos les plus choquantes, etc., qui ne sont pas encore divulguées. Je ne sais pas si elles le seront. Je pense que venant des États-Unis, elles le seront. Parce que c'est un pays où tout finit un moment quand même quasiment tout finit par sortir. D'une manière ou d'une autre. Mais il y a un autre volet, et je trouve que vous l'abordiez très, très justement, c'est qu'on voit à quel point on a quand même au-dessus des peuples, des nations et des gens qui sont pas au-dessus des lois et qui l'ont été manifestement pendant très longtemps au moins, une espèce de caste qui... on voit quand même des mails où d'un coup un commissaire européen écrit à Epstein pour lui dire demain on va annoncer un plan de 500 milliards pour sauver l'euro. Alors on se dit mais qu'est-ce que Epstein vient faire là-dedans? Lui-même écrit à ses interlocuteurs ce qui se passe en Ukraine, je parle de 2014 pendant le coup d'État Euromaïdan, enfin moi j'appelle ça coup d'État, ce qui se passe là-bas c'est très intéressant, c'est de grandes opportunités pour nous. On se dit mais en fait on reprend tous nos grands événements de l'histoire et on les voit sous un prisme différent. Et on se dit, mais attendez, qui fait l'histoire en réalité? C'est le vrai sujet. À un moment, il y a même un échange entre le même commissaire européen, qui d'ailleurs a démissionné, un ancien britannique, un ancien commissaire européen, il est toujours britannique, qui a été aussi ministre, qui a été ambassadeur britannique, et les deux discutent et ils se disent, il faudrait que ce soit le forum de Davos qui remplace l'ONU. Vous voyez? Alors on pourrait dire, c'est quoi? C'est de l'humour, c'est une blague, mais il y a peut-être un petit peu de sérieux quand même, parce qu'effectivement Davos peut poser des questions démocratiques. Donc on a, moi c'est cette analyse-là. Alors si vous lisez les articles de la presse en France, vous n'allez pas à ce degré d'analyse. Ouais. Alors on commence à parler un peu de la famille Lang. Ça, j'écoutais France Info ce matin, on en parle. Bah oui, il y a quand même un problème. D'abord parce qu'il est cité plus de 600 fois, et ensuite parce que sa fille a révélé, c'est l'enquête de Mediapart, qu'elle avait des comptes offshore aux îles Vierges avec Epstein pour 1 600 000 $ et qu'elle n'a pas déclaré au fisc. Donc à tout le moins, il y a un sujet, oui. Mais c'est un peu, pour l'instant, on s'arrête là. Mais même quand on apprend, il n'y a pas de mail direct entre Macron et Epstein, mais il y a des mails indirects. C'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires, Macron ministre puis Macron président de la République, qui écrivent à Epstein en disant le président français
ou le ministre de l'économie avant, serait très intéressé pour avoir de nouvelles idées pour la gouvernance en France, en Europe et dans le monde, etc. Et Epstein est mêlé à ça. Qu'est-ce que c'est que cette voilà. Quels sont les intérêts derrière? Oui, et quelle légitimité démocratique. On a l'impression qu'il est plus mêlé aux affaires de la France que le peuple français. Quand on regarde les choses. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, nous, on a demandé aux Patriotes, on a même lancé hier une pétition nationale sur notre site, une commission d'enquête parlementaire en France. Il y en a une actuellement aux États-Unis. D'ailleurs, les Clinton vont y aller. Ils vont être auditionnés pour la première fois, Bill et Hillary. En France, étant l'autre pays de l'affaire Epstein, je pense que ça mériterait, au-delà des instructions judiciaires, dont certaines, je crois, sont en cours, ça mériterait aussi une commission d'enquête parlementaire. Sur le volet pédocriminel, ça sera plus la justice, je pense. Mais aussi sur le volet politique, sur le volet financier, sur le volet géopolitique. Ce serait extrêmement intéressant. Pourquoi le conseiller Olivier Collomb, ancien conseiller de Sarkozy, très proche de Bruno Le Maire, pourquoi il apparaît, mais alors lui 2000 fois, lui c'était un ami, clairement, on voit les relations, ça serait bien qu'il vienne s'expliquer. On l'accuse pas, moi je l'accuse de rien, j'ai pas d'éléments pour l'accuser, mais à tout le moins qu'il vienne nous parler un peu. Qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit qu'il cherche de l'argent pour Bruno Le Maire qui va être candidat? Peut-être que c'est tout à fait légal, peut-être moins, j'en sais rien. Mais ça mériterait c'est ça le but d'une commission d'enquête parlementaire. Et pour l'instant, je trouve que ça bouge pas beaucoup à l'Assemblée, comme d'habitude. Disons qu'en plus, c'est quand même très problématique parce que c'est contre-productif pour eux, dans la mesure où on voit que là, la machine s'emballe, que les partages sont massifs sur les réseaux, que des médias commencent à en parler, Mediapart a commencé à sortir des papiers dessus, etc., qui pourtant est considéré Mediapart. Donc là, ça va être dur pour l'intelligentsia de gauche de dire non, Mediapart, c'est des complotistes. Donc là, on voit que l'étau se resserre. Et s'il n'y a pas d'enquête parlementaire ou de commission, ça risque de faire soulever encore plus de questions qui seront légitimes, puisque le peuple français a le droit de savoir. Et moi, je suis quand même aussi très surpris par une forme de deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que ça fait plusieurs jours que l'on a quand même des mails à foison qui démontrent des connexions très étranges entre Jeffrey Epstein et des responsables français. Alors que le parquet de Paris décide de faire une perquisition chez Twitter. C'est peut-être lié. Avec d'ailleurs, oui, je suis très surpris par on pourrait dire le hasard du calendrier, mais je pense qu'il y a quand même des enquêtes plus à mener, notamment avec tout ce qui est la branche française liée à Jeffrey Epstein. Ça me paraît plus urgent. Mais je pense que ce qui est assez intéressant ce matin, c'est aussi de rappeler que pour beaucoup de Français, ça va paraître loin, dans le sens où Epstein, les gens vont se dire, en fait, oui, c'est aux États-Unis. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte du lien extrêmement étroit et des connexions qui sont très profondes avec la France, et que ça nous regarde directement, Julien. Oui, et puis il faut quand même soulever un point très important. Netflix avait publié un documentaire sur l'affaire Epstein il y a de cela quelques années, que j'invite ceux qui nous écoutent à le regarder. Et il parlait bien donc de ce fameux hôtel particulier avenue Foch, qui est pas loin d'ici d'ailleurs, malheureusement. Et le documentaire Netflix souligne le fait qu'il y aurait eu des crimes qui se seraient déroulés sur place. Donc à partir de là, il faut que on a besoin de savoir. Voilà, il y a aussi la personnalité dont vous mentionnez le nom, Jean-Luc Brunel, si je dis pas de bêtises, qui était quand même très lié à Jeffrey Epstein, qui lui aussi s'est quand même ôté la vie en prison dans des conditions qui sont là encore quand même assez opaques, où on peut se poser des questions. Enfin, là, je veux bien que certains médias disent oui, ça sert la soupe aux complotistes. Moi, je dirais, ça sert plutôt la soupe aux citoyens qui sont quand même vigilants et qui se posent à juste titre des questions, de voir ces liaisons dangereuses entre un individu qui avait été condamné et qui quand même, malgré tout, faisait la pluie et le beau temps sur tout un tas de sujets, alors qu'il était totalement inconnu du grand public. Tout à fait, Philippe. Si les gens, parce que vous avez raison, les gens sont très peu au courant du volet français, peut-être que seulement l'apprennent maintenant, parce que ça a été sous-médiatisé pendant des années et des années. Sous-médiatisé et pas mis dans le débat par les responsables politiques. Donc forcément, les deux ensemble, ça donne ça. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où plein de Français, on a découvrent quasiment l'affaire, alors qu'elle est là et qu'elle concerne énormément la France. Et bien sûr qu'il faudrait une commission d'enquête parlementaire, mais vous savez, il y a pas beaucoup de partis politiques qui vont y aller, parce que ils apparaissent pas tous pour des questions glauques ou pédocriminelles. Mais même, regardez, le RN est un peu gêné parce qu'il y a l'histoire des correspondances entre Epstein et Bannon qui parlent du financement du RN.
Alors c'est peut-être pas grave, c'est peut-être des trucs qu'on sait déjà, puisque c'est les années 2018, etc. Mais je suis sûr que rien que pour cette raison, ils n'ont pas très envie de remuer tout ça, parce que ça reparle du financement russe et machin, tous ces trucs-là, donc toutes les attaques qu'on connaît. Donc donc je pense que eux, ils vont pas y aller. D'ailleurs, ils ont pas. J'ai vu, ça m'a échappé, mais j'ai pas vu de réaction de leurs dirigeants sur cette affaire. Il y a Antoine Léaumont qui a pris la parole à Alors gauche. Ça, c'est LFI. Oui, j'ai vu Mélenchon qui a mis aussi des tweets, mais j'ai pas vu côté RN. Alors que je pense que c'est une question d'intérêt général et national, et que tout le monde devrait évidemment y aller. Commission d'enquête parlementaire qui peut être parfaitement digne. Hein. Il s'agit pas de lancer des noms comme ça en disant vous êtes tous coupables, tous pédocriminels. Ça, c'est pas ça le sujet. Ça, il y a des enquêtes judiciaires. Ah oui, bien sûr, il faut qu'elle soit retransmise en direct. Il faut qu'on invite large, que ça brasse large, qu'il n'y ait pas de pudeur pour inviter des gens, qu'on creuse vraiment les sujets. Et ça sera pas suffisant. Il faut des instructions judiciaires parce qu'une commission d'enquête parlementaire n'a pas le même pouvoir, évidemment, que la justice elle-même. Et il y a des choses qui sont très pénalement répréhensibles. Et là, c'est pas une commission d'enquête parlementaire, c'est la justice. Mais c'est quand même au-delà. L'analyse politique est intéressante, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire démocratie aujourd'hui ? On savait bien qu'en France, ça voulait plus dire grand-chose. On va peut-être parler après des perquisitions chez X, autre symptôme du malaise profond. Mais même au-delà de ça, regardez, les Français votent, on annule leur vote sur le référendum, ils votent pour des gouvernements soi-disant de couleurs différentes, c'est toujours la même politique. Les responsables ne démissionnent plus, il y a des 49-3 en pagaille, il n'y a plus de référendum. Donc on sait bien, la souveraineté est ailleurs, problème européen, problème tout ça, nous le traitons, nous, aux patriotes à fond. Mais là, il y a un autre problème, c'est qu'on voit qu'on discute dans des cénacles qui n'ont rien de légitime, rien d'officiel, rien d'élu, d'affaires du monde. Et c'est pas que Bilderberg, Davos, tout ce qu'on connaît déjà par cœur. C'est même des cénacles qui sont informels. Peut-être sur une île, celle d'Epstein. Vous voyez, et on a l'impression ces gens-là sont plus impliqués dans nos affaires que nous-mêmes. Donc c'est quand même. Oui, alors certains diront c'est complotiste. Bah oui, mais c'est peut-être parce que les complotistes, entre guillemets, supposés avaient en fait raison. C'est un peu le sujet. Oui. Et c'est peut-être ça qui les dérange profondément. C'est qu'une nouvelle fois, comme très largement sur le Covid, comme très largement sur à peu près tous les sujets, les supposés complotistes qui en fait ne le sont pas, avaient raison. Ils sont juste lucides et sont peut-être un petit peu plus courageux que les autres surtout. Et puis comment ne pas se poser toutes ces questions quand on voit le flou autour de chaque affaire, enfin de cette affaire et de chaque affaire dans l'affaire. Parce que je pense qu'il faut de la clarté, de la transparence dans une affaire aussi glauque, de 1, grave, de 2, condamnable, et au-delà de ça, en termes de vous qui êtes sur la souveraineté, qui est évident, en fait, ça nous porte atteinte, une atteinte directe. On a besoin de savoir, et c'est pour ça que j'invite aussi nos auditeurs à un peu plus se renseigner sur le sujet et pas se dire c'est outre-Atlantique, ça ne nous regarde pas, etc. Non, là, ça nous regarde directement, et je pense que c'est aussi le moment de faire la passerelle, parce que je trouve qu'effectivement, en termes de timing, ça arrive pile poil. J'aimerais qu'on lance une vidéo de Pierre Larty qui explique ce qui est en train de se passer dans les bureaux du réseau social X. Une perquisition est en cours dans les locaux du réseau social X, ex-Twitter. Et devinez quoi ? Son patron Elon Musk est convoqué en audition libre par la police. On nage en plein délire. Le motif officiel ? C'est des raisons techniques, mais la réalité, c'est que c'est encore accentuer la censure sur le seul réseau social libre actuellement. Regardez le projet d'Emmanuel Macron de labelliser l'information, le projet d'Aurore Berger, regardez les pressions sur Telegram. Le seul objectif du gouvernement, c'est accélérer la censure. Alors indignez-vous et partagez cette publication. Voilà, on est encore face à une nouvelle forme de censure, de volonté de censure. Alors là, le timing, ils ont fait parfait, là. On a X, qui est quand même la chambre d'écho numéro 1, justement, des dossiers Epstein. Oui. C'est la chambre d'écho. C'est là qu'on a tout qui sort. Bon. Et 3 jours après, vous savez, une perquisition au siège de X France. Évidemment, alors c'est sur le signalement de 2 personnes, dont un député macroniste, qui estime que les algorithmes de X font monter certaines idées politiques ou certaines idées de haine au détriment d'autres. C'est tout à fait des qualificatifs juridiques, tout ça. Hein. Donc voilà, le parquet de Paris, évidemment, y va. Perquisition, convocation le 20 avril d'Elon Musk. Je lui conseille objectivement pas de venir, parce que je pense qu'ils vont lui faire une Durov. Si tu nous écoutes, oui, je pense qu'il n'y a pas besoin de moi, mais je pense qu'il a vu, d'ailleurs il a réagi lui-même, Pavel Durov, qui est resté quand même séquestré en France 1 an et demi. Donc ça donne pas très envie. Quelle image de la France, encore une fois. Le pays, et le mot liberté est quand même en tête de notre devise sur les frontons de toutes les mairies. Il va falloir revoir la devise, si vous voulez. On va peut-être revoir un moment la devise. Peut-être qu'on mettra plutôt censure, favoritisme et corruption, plutôt que liberté, égalité, fraternité. Parce que ça commence à bouger beaucoup. Et
Et ça s'enchaîne avec le vote la semaine dernière du pass numérique, de fait. Bravo aux macronistes LR et RN qui ont voté ça. On a dans la foulée la ministre du numérique, Madame Anne Le Henaf, pardon, elle n'est pas très connue, Anne Le Henaf, qui a déclaré les VPN, c'est le prochain sujet sur ma liste. Formidable, on va rejoindre les 5 ou 6 pays du monde, peut-être, qui ont interdit les VPN, dont la Corée du Nord. Et puis ensuite, on a les réseaux sociaux. Les réseaux, ça c'est déjà les réseaux sociaux, mais on a en plus à cela, qui s'ajoute à cela, tout ce qui est la législation européenne. Le DSA, l'enquête parallèle contre X et déjà l'amende de 120 millions de la Commission européenne qui l'a élargi à Grok. Parce que Grok peut vous faire des photos, vous êtes en bikini ou je sais pas quoi, je n'ai même pas suivi tellement c'est... Oui, Photoshop aussi. Enfin, je veux dire, bon. Enfin, tout ça, c'est quand même complètement des prétextes grotesques, évidemment. Oui. Tout ça, ce sont des prétextes. Et derrière, on a le chat control qui peut arriver aussi, scanner tous vos messages, c'est aussi européen. Mais le Cornu estime que le chat control va arriver dans trop longtemps. Donc, le Canard enchaîné est arrivé la semaine dernière qui voulait faire, en attendant une loi française qui serait l'équivalent de chat control en France. Ça fait beaucoup quand même, Et alors tout ça, c'est pour les enfants. Vraiment. C'est vraiment pour les enfants. Mais ou si alors nous sommes des enfants. Ou alors c'est nous, ouais. Et si vous intéressez aux enfants, mais allez vous intéresser à l'aide sociale à l'enfance, au placement abusif, au réseau de corruption de mineurs. Là, il y a un vrai sujet, un vrai scandale. Mais ça, je les entends pas beaucoup là-dessus. Si vous intéressez aux enfants, allez chasser le scandale des 2 millions pour une copine de Brigitte dans l'affaire des pièces jaunes, là. J'ai vu le Canard enchaîné, j'ai pas vu d'enquête par le parquet national financier. Ça, c'est peut-être plus intéressant. Mais non, c'est pas ça. C'est évidemment un prétexte pour mettre la censure à quelques mois du démarrage de l'élection présidentielle, car il faut pas être dupe. Le pass numérique qui va commencer en septembre 2026, c'est le commencement de l'élection présidentielle, de la campagne, tout le monde le sait. À un moment où ils sont débordés par cette liberté d'expression et de débat qui s'exprime sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne la maîtrisent pas. Ils maîtrisent à peu près le narratif dans les grands médias, ils ne le maîtrisent absolument plus sur les réseaux sociaux et dans les médias indépendants, et donc ils cherchent tous les moyens, tous les prétextes pour mettre l'étouffoir sur ces réseaux sociaux. Donc ceux qui participent à ça, et ce sont malheureusement 100% de nos eurodéputés français, parce que pas un, je le rappelle, n'a voté contre le DSA au Parlement européen, pas un. Ce sont malheureusement les députés macronistes LR et RN qui ont voté le pass numérique. Tous ceux qui participent à ça sont en train, en fait, de participer à une œuvre de censure et de surveillance. Car pour faire appliquer ça, on passera par l'identité numérique européenne. La Commission nous l'a déjà dit. Et l'identité numérique européenne, c'est le fil à la patte. C'est le truc qui ferait que vous serez en permanence numérisé, scanné, fiché, fliqué, dès que vous irez sur vos réseaux sociaux, sur Internet, ou dans quelque activité d'ailleurs sociale, y compris quand vous ferez vos achats, ou quand... Voilà, à terme, c'est une logique de crédit social qui se met en place. Les propos de Florian Philippot s'inscrivent dans une lecture globale de l'affaire Epstein, qui dépasse largement le fait divers judiciaire pour interroger le fonctionnement même du pouvoir politique, médiatique et géopolitique occidental. Son point central n'est pas uniquement ce qui est révélé, mais surtout la manière dont ces révélations sont traitées, minimisées ou disqualifiées dans le débat public français depuis plusieurs années. Il souligne un décalage frappant entre l'ampleur documentaire des dossiers rendus publics et la réticence persistante de nombreux médias à en analyser le contenu sur le fond. Cette attitude, selon lui, révèle une inversion du problème. Ce n'est plus la gravité potentielle des faits qui dérange, mais leur exposition au grand jour. En rappelant que la France apparaît de manière récurrente dans ces documents, il insiste sur le caractère directement national de l'affaire, longtemps présentée comme exclusivement américaine. Les connexions évoquées, qu'elles soient politiques, financières ou diplomatiques, ne sont pas présentées comme des preuves de culpabilité, mais comme des éléments légitimes d'interrogation démocratique qui mériterait un cadre d'examen officiel. Philippot développe ensuite une analyse plus structurelle. L'affaire Epstein serait un révélateur d'un système de pouvoir transnational composé de réseaux informels, d'élites non élues et de cercles d'influence échappant largement au contrôle des peuples.
À travers certains échanges rendus publics, il pointe le brouillage des frontières entre sphères privées, institutions publiques et décisions stratégiques majeures. Cette confusion nourrit, selon lui, un sentiment de dépossession démocratique où des orientations économiques, géopolitiques ou institutionnelles semblent se discuter hors de tout mandat populaire. C'est ici que son discours se veut politique au sens fort. Il ne s'agit pas de désigner des coupables sans jugement, mais de questionner la légitimité de processus décisionnels actuels. L'idée d'une commission d'enquête parlementaire s'inscrit dans cette logique de transparence minimale, visant à restaurer un lien de confiance entre citoyens et institutions. Un autre axe fort de son propos concerne le traitement différencié de l'information et la stigmatisation récurrente de ceux qui s'intéressent à ces dossiers. Philippot critique l'usage systématique d'étiquettes disqualifiantes pour éviter le débat de fond, alors même que certains médias d'investigation reconnus commencent à publier des éléments précis. Cette évolution rend, selon lui, la posture de dénigrement de plus en plus intenable. Il observe également une forme de gêne transpartisane, expliquant la frilosité politique autour de l'ouverture d'enquêtes parlementaires, chacun craignant de voir ressurgir des liens embarrassants, même anciens ou indirects. Cette situation renforcerait l'idée d'un consensus tacite pour ne pas remuer certains sujets sensibles. Enfin, Philippot relie cette affaire à un contexte plus large de restriction du débat public et de contrôle de l'espace numérique. Il voit dans certaines actions récentes visant des plateformes ou des outils de communication une coïncidence troublante avec la circulation massive de documents sensibles. Sans tomber dans l'affirmation péremptoire, il invite à observer les enchaînements et à s'interroger sur les priorités réelles des autorités. Pour lui, la question centrale n'est pas seulement celle d'Epstein, mais ce que cette affaire révèle sur l'état de la démocratie, la souveraineté réelle des États et la capacité des citoyens à accéder librement à l'information. En ce sens, son discours se veut moins accusatoire que politique. Il appelle à la vigilance, à la transparence institutionnelle et à un débat ouvert, estimant que le refus d'éclaircir ces zones d'ombre alimente davantage la défiance que la recherche honnête de la vérité.